Bien, alors, il y a déjà un grand nombre de connectés. On va commencer les quelques personnes qui doivent arriver, leur rateront peut-être quelques propos introductifs. Mais dans tous les cas, bonjour à tous et merci de votre présence pour ce webinaire que nous vous proposons aujourd'hui sur le sujet des responsabilités des dirigeants associatifs quant aux précautions sanitaires dans les locaux utilisés. Sujet qui nous est venu au sein du RNMA, Réseau National des Maisons des Associations, vers la fin août, puisque la rentrée approchant, un très grand nombre de sollicitations nous sont parvenues d'associations locales et de professionnels qui gèrent des salles telles que les maisons des associations, où on voyait bien un peu l'inquiétude et le besoin d'y voir plus clair sur comment adapter les consignes et suivre les recommandations. Et parallèlement, nous avons reçu la proposition pendant l'été de la part de la SMAC, qui est un partenaire du RNMA. Il nous disait ceci, c'est-à-dire qu'il mettait à notre disposition, si tant est qu'on avait besoin d'aborder des questions un peu compliquées juridiquement sur le contexte sanitaire actuel. Donc il nous mettait à disposition des juristes, si tant est qu'on ait le besoin. Et du coup, on a travaillé sur cette question de la rentrée associative dans les salles, depuis fin août avec la SMAC, donc dans un délai un petit peu contraint. Voilà, donc le webinaire que nous proposons aujourd'hui, le sujet annoncé donc va être traité. Nous avons également proposé aux personnes qui participent de poser quelques questions en amont. Et du coup, nous allons un petit peu élargir sur la question des employeurs et la question de comment se comporter sur la voie publique. Ça sera assez succinct, mais au regard des questions, on s'est dit qu'il fallait tout de même poser un propos dessus. Voilà, je mets sous les yeux de tout le monde le déroulé que nous allons suivre ce webinaire. Nous commencerons par un temps pour bien comprendre ce qu'il en est de nos responsabilités pénales et civiles quand on est responsable associatif. Nous parcourrons ensuite le cadre applicable également en ce moment, qui est le décret paru le 10 juillet. Et nous aurons une présentation de la part de Maxime Gouin, de la ville de Caen, de son protocole sanitaire. Et du coup, je vais tout de suite laisser Maxime faire un mot de bonjour et préciser à quel titre il intervient ici. Bonjour Maxime. Oui, bonjour Paul, bonjour Jean-Yves et bonjour à tous. Moi, il m'a été proposé dans le cadre de mes missions de participer à ce webinaire. Je suis Maxime Gorin et je m'occupe de la gestion administrative des maisons de quartier pour la ville de Rouen. On accueille 250 associations régulières et 250 ponctuelles à peu près à l'année sur une trentaine de sites. Donc on a été confronté à la crise sanitaire et à ses enjeux depuis le mois de mars maintenant et jusqu'aujourd'hui. Donc il m'a été proposé par Paul de donner un petit peu des exemples de ce qu'on a mis en place administrativement Maxime, dans les maisons excusez-moi de de vous quartier. Oui. couper. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu plus fort pour qu'on vous Et entende? où me rapprocher, donc il Voilà, m'a été merci. proposé par Paul de prendre le cas de la ville de Rouen sur ce qu'elle a mis en place dans les maisons de quartier. Donc voilà, je suis très content d'être là aujourd'hui. Merci. Eh bien, merci à vous Maxime de vous prêter au jeu et pour votre temps en amont de préparation aujourd'hui. Également, je tenais à remercier la Quorum et le soutien technique assuré sur la mise en place de ce webinaire, puisque vous savez, un peu comme dans les salles de spectacle, on a des personnes qui travaillent en coulisses, et aujourd'hui, voilà, nous avons Thomas Delamotte, que je remercie, qui nous assiste techniquement, donc que l'on ne voit pas sur les caméras, mais qui s'assure que tout se déroule bien. Donc merci à Quorum pour la mise à disposition de cette infrastructure. Et enfin, donc moi c'est Paul Bucco, j'ai peut-être oublié de me présenter, donc chargé de mission au sein du réseau national des maisons des associations. Et avec nous également Jean-Yves Delechenot, que je vais laisser se présenter en même temps que à quel titre il intervient avec nous ici. Oui, merci Paul. Bonjour à tous. Jean-Yves Delechenot, SMAC l'assurance.
Je suis responsable mission auprès de la direction générale et mon travail consiste à réaliser des interventions, colloques, séminaires, webinaires aussi, sur toutes les questions touchant la responsabilité des collectivités locales, mais aussi des associations. Donc, je vais dire quelques mots sur la SMACL. Je vous ai mis un slide de présentation. La SMACL est une mutuelle qui fait partie du groupe Vive depuis janvier 2019, au même titre que Quorum, Harmonie et autres mutuelles. Je ne vais pas toutes les citer. Le cœur de cible de la SMACL, c'est les collectivités locales, bien entendu, parce que cette mutuelle a été créée par des élus pour des élus. Mais nous assurons également des associations. Alors ça va de la petite association locale à des structures beaucoup plus importantes comme des fédérations sportives. Pour information, nous assurons la Fédération française de judo, par exemple, et nous assurons également des structures avec salariés de type ESS. Voilà, juste pour compléter le propos, la SMACL propose donc principalement des produits, ce qu'on appelle IARD, automobile, habitation, responsabilité, protection juridique, adaptés donc aux risques que subissent aujourd'hui les associations ou encore les collectivités. Et aussi, même si je n'en ai pas dit grands mots, nous assurons également des particuliers. Voilà, et puis enfin, la SMACL a la triple certification, qualité de service, développement durable, mais aussi santé et sécurité au travail. Et nous avons le label diversité. Voilà en quelques mots la présentation de la SMACL. Ah, Paul, on vous entend plus. Oui, pardon, c'est vrai que c'est mieux avec le micro, voilà, pour éviter les bruits parasites. J'avais déconnecté. Avant de rentrer dans la première partie, je voulais préciser, puisque j'ai oublié de le faire en amont, beaucoup de personnes posent sans doute la question de l'envoi des supports après le webinaire. Donc nous ferons ça, nous vous enverrons à la fois le support qui se déroule et également la vidéo qui sera enregistrée, nous espérons, dès demain. Et du coup, je vais proposer à Jean-Yves de commencer à nous éclairer un peu sur la question de risque pour les responsables associatifs et pour les associations et leurs dirigeants. Oui, alors effectivement, le risque forcément auquel on pense aujourd'hui, c'est un risque de contamination d'un adhérent, d'un bénévole ou encore pour les associations qui ont des salariés, d'un salarié. Alors, moi, je voulais dire juste en introduction que le propos aujourd'hui, lors de cette webinaire, ce n'est pas de faire peur, bien évidemment. On va le voir, potentiellement, il est possible de mettre en cause la responsabilité d'une association ou de ses dirigeants, voire de ses acteurs aussi. Pour autant, cela suppose qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Alors, je vais les expliquer au travers de cette présentation. Néanmoins, voilà, certes, il ne faut pas faire peur, mais pour autant, il faut rester vigilant. On le voit bien aujourd'hui, le gouvernement durcit les mesures. On a eu encore des annonces hier soir toutes fraîches de la part du ministre de la Santé, des mesures qui vont s'appliquer à partir de samedi. Donc il faut effectivement être vigilant, mais voilà, sur le plan des responsabilités, c'est l'intérêt aujourd'hui de ce webinaire, c'est d'expliquer comment ça fonctionne, si je puis dire. Ce n'est pas non plus de vous faire peur. Une petite précision, même si nous n'assurons pas toutes les associations, à ce jour, à la SMAC, nous n'avons pas enregistré de déclaration de sinistre d'une association avec salariés ou sans salariés, nous informant d'une éventuelle mise en cause de sa responsabilité à la suite d'une contamination. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, encore une fois, mais voilà, c'est aussi un élément. Alors, quels sont les risques de responsabilité pour une association et ses dirigeants? Alors, bien évidemment, alors, petit souci, je clique, voilà. Lorsqu'on parle de responsabilité, il faut bien voir qu'il y a deux formes de responsabilité. Il y a ce qu'on appelle la responsabilité pénale, où là, l'objectif, c'est de sanctionner un comportement qui est prohibé par la loi. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous prenez votre véhicule, vous circulez et vous ne respectez pas le stop. Vous avez commis une infraction qui est expressément prévue par le code de la route, et en face de cette infraction, il y a une amende et il y a également des suspensions de points, ou des retraits de points plus exactement. Voilà, la responsabilité pénale, l'objectif, encore une fois, c'est de sanctionner un comportement via une amende,
une peine d'emprisonnement avec sursis ou ferme, selon les situations. Et puis, la deuxième catégorie de responsabilité, c'est la responsabilité civile, où là, l'objectif, c'est de réparer le préjudice subi par une victime. Je reprends mon exemple, vous n'avez pas respecté le stop et vous avez renversé une personne. Et cette personne, lors de sa chute, s'est blessée. Il faudra réparer son préjudice. Alors, bien évidemment, dans la majorité des situations, c'est l'assureur qui va être amené à prendre en charge cette réparation. Mais voilà, l'importance, effectivement, pour vous, associations et dirigeants, de vous protéger face à ces deux risques. D'une part, pour bénéficier, dans l'éventualité où vous seriez mis en cause, de l'assistance d'un avocat, mais aussi, bien évidemment, dans la pire des situations, c'est-à-dire une condamnation, pour la prise en charge des dommages d'intérêt que pourrait réclamer ou la famille d'une victime ou la victime elle-même. Alors, quelques mots sur la responsabilité pénale. Quel risque pour la responsabilité pénale? Alors, on est sur ce qu'on appelle des infractions involontaires, donc délits non intentionnels. Le code pénal prévoit expressément qu'en ce qui concerne les délits non intentionnels, la condition pour mettre en jeu la responsabilité pénale d'une association, c'est démontrer une faute. Alors, on le verra, la nature de la faute est fonction de la personne mise en cause, personne morale ou personne physique, ou, en ce qui concerne les personnes physiques, de la situation dans laquelle la contamination est survenue. En clair, est-ce que la personne physique qui est mise en cause est à l'origine directe ou indirecte de la contamination? Mais la première condition, qui n'est pas neutre, c'est de démontrer une faute. Nous avons trois, on va dire, infractions principales auxquelles vous pouvez potentiellement être exposé. Les deux premières, ce sont tout ce qui est, on va dire, atteinte à l'intégrité physique, homicide involontaire et blessures involontaires. Et puis, la troisième, c'est mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Bon, on est sur une échelle, en ce qui concerne les peines, de 1 an à 5 ans d'emprisonnement et maximum 75 000 € d'amende en cas de violation délibérée, une obligation particulière de sécurité. On verra un petit peu plus loin de quoi il s'agit. Mais bon, voilà, pour vous donner un ordre d'idée, condamnation de 1 à 5 ans et amende jusqu'à 75 000 €. Sachant, en ce qui concerne les personnes morales, on parle ici d'amende et bien évidemment pas d'emprisonnement. Et la peine maximale, c'est 5 fois le montant de l'amende qui serait supporté éventuellement par une personne physique dans les mêmes conditions. Voilà. Bon, dans la réalité, les condamnations sont moindres, mais voilà, il faut savoir aujourd'hui que le risque maximum, c'est celui-ci. Deux remarques importantes à ce stade de l'intervention. En ce qui concerne tout d'abord les atteintes à l'intégrité physique, et j'ai envie de dire que ce soit la responsabilité pénale ou la responsabilité civile, c'est la même chose. Il y a la condition de la faute, mais avant la faute, il faudra que la victime ou l'enquête pénale, lorsqu'il y a une enquête pénale, démontre l'origine de la contamination. C'est-à-dire en clair que la personne a été contaminée à l'occasion de l'activité dispensée par l'association. Si cette démonstration n'est pas faite, si cette preuve n'est pas établie, alors il n'y a pas de responsabilité de l'association, bien évidemment. Et on le voit bien que cette première condition est une condition compliquée à mettre en œuvre, compte tenu, encore une fois, de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. On est en contact avec un certain nombre de personnes et on peut tout à fait avoir été contaminé ailleurs. Donc, voilà. Et première condition, démontrer l'origine de la contamination. Deuxième condition, je le disais tout à l'heure, non seulement il faut démontrer l'origine de la contamination, mais il faut également prouver que cette contamination résulte d'une faute de la part de l'association ou de ses dirigeants. Si cette faute n'est pas démontrée, là encore, il n'y aura pas de responsabilité pénale. Donc, vous voyez, déjà à ce stade, les conditions ne sont pas neutres pour mettre en jeu la responsabilité pénale d'une association ou de ses dirigeants. En ce qui concerne la mise en danger délibérée de la vie d'autrui, là aussi, il y a une condition qui est exigée, c'est qu'il faut démontrer qu'on a été exposé à un risque immédiat de mort ou de mutilation.
Autant vous dire que compte tenu de la spécificité de ce virus, où on peut être asymptomatique, où il y a un temps d'incubation qui peut être plus ou moins important, compte tenu aussi du taux de mortalité par rapport au nombre de personnes qui ont pu être contaminées, le ministère de la Justice, hein, en tout cas les services du ministère de la Justice, avaient tendance à considérer que, en ce qui concerne la mise en danger délibérée de la vie d'autrui, les conditions seraient très difficiles à réunir pour démontrer une mise en cause pénale, une condamnation pénale. Donc voilà, en ce qui concerne déjà ces deux remarques, vous voyez que ce n'est pas parce que forcément on a une personne qui a été contaminée au sein de votre association que pour autant la contamination trouve son origine dans l'activité de l'association ou encore qu'elle a été exposée à un risque et que de ce fait, il y a un risque de responsabilité pénale. Oui, Jean-Yves, peut-être pouvez-vous nous en dire plus sur, dans l'association, il y a plusieurs profils, on va avoir les administrateurs, bon, le président, par moment des salariés, des fois eux-mêmes en gestion des activités, des fois des référents bénévoles des activités, et du coup, au milieu de tout ça, comment pointe-t-on telle ou telle personne responsable? Alors, faut savoir aujourd'hui, j'ai envie de dire que potentiellement tout le monde peut être exposé à une mise en jeu de sa responsabilité pénale. Les premières, bien évidemment, la première personne, c'est l'association. Le code pénal prévoit expressément la possibilité de condamner pénalement une personne morale. D'ailleurs, hein, je précise, je ne sais pas s'il y a aujourd'hui parmi les personnes qui nous écoutent des représentants des collectivités locales, mais bien évidemment, une collectivité locale peut elle aussi voir sa responsabilité pénale recherchée et engagée. La seule personne qui ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée, c'est l'État. Donc, une association, bien évidemment, peut voir sa responsabilité pénale recherchée et engagée à la suite d'un accident grave survenu dans le cadre de son activité. La condition ici, c'est de démontrer une faute simple, donc de la part de ses dirigeants, de ses organes délibérants. Donc une imprudence, une négligence, le non-respect d'une obligation de sécurité imposée par la loi. Je vais vous donner un exemple qui a été jugé, hein, alors qu'il ne concerne pas le coronavirus. Une association de ski qui organise une compétition de descente qui se fait en binôme. Et à l'occasion de cette course, une skieuse heurtera un arbre et décédera de la suite de ses blessures. C'est posé la question de la mise en cause pénale de cette association. Et l'enquête pénale a relevé plusieurs points. Première chose, elle a relevé que, en ce qui concerne le lieu de l'accident, on avait une piste à l'origine qui était de l'ordre de 15 mètres et à l'endroit de l'accident, cette piste se rétrécissait à 6 mètres. Deuxième élément relevé, à l'endroit de l'accident et plus particulièrement à l'endroit où la piste rétrécissait, la piste longeait un bois, une forêt, et donc il y avait bien évidemment un risque que les concurrents, les compétiteurs, dévient un moment leur trajectoire et heurtent les arbres. Et troisième élément, bien évidemment, il n'y avait pas de protection sur les arbres ou de filet de protection en amont, alors même qu'au sein de l'association, il y avait, plus particulièrement au sein du bureau, des skieurs chevronnés qui pouvaient donc anticiper ce risque. Et les juridictions ont considéré qu'il y avait lieu de condamner pénalement l'association, et celle-ci a été condamnée à 3 000 € d'amende avec sursis. Donc on le voit bien ici, important pour l'association, la structure, de se protéger pour bénéficier, en cas de mise en cause, de l'assistance d'un avocat. Alors, deuxième catégorie de personnes, si je puis dire, qui supportent le risque, ce sont les personnes physiques. Et bien évidemment, quand je parle des personnes physiques, c'est avant tout et en priorité les dirigeants de l'association. Il faut savoir que le code pénal prévoit très clairement deux hypothèses selon que la personne physique est à l'origine directe ou indirecte du dommage, et donc deux hypothèses où sa responsabilité pénale peut être recherchée. Première hypothèse, la personne est à l'origine directe
de la contamination. Elle ne respecte pas les gestes barrières, elle est négligente à ce niveau-là. Ici, on retombe dans le même régime de responsabilité que l'association, où il faudra démontrer une faute simple. Toujours, bien évidemment, hein, ne perdez pas de vue, la première condition, c'est d'établir que la contamination a eu lieu au sein de l'activité, et donc que cette contamination résulte d'une faute du dirigeant. Dans cette hypothèse, effectivement, il pourrait potentiellement être mis en cause pénalement. Ce cas reste quand même à la marge. On voit bien aujourd'hui que dans l'ensemble, tout le monde essaye de respecter les gestes barrières. La deuxième situation, c'est bien évidemment la causalité indirecte. C'est cette situation-là, je pense, qui préoccupe plus aujourd'hui les personnes qui participent à cette webinaire. C'est-à-dire qu'ici, on vous reproche finalement d'être indirectement à l'origine de la contamination parce que vous n'avez pas mis en place toutes les mesures du protocole sanitaire ou parce que tout simplement, vous ne les avez pas faites respecter. Ici, lorsque on voudra mettre en jeu la responsabilité pénale d'une personne physique, il faudra démontrer que celle-ci a commis une faute qualifiée, donc une faute d'une certaine gravité. On n'est plus dans la faute simple, on est un cran au-dessus. Et le code pénal prévoit deux hypothèses. La première, c'est une faute caractérisée, qui exposait autrui à un danger grave qu'il ne pouvait ignorer. Donc le danger grave aujourd'hui, très clairement, c'est le risque de contamination, ou la violation délibérée à une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Donc très clairement, hein, pour vous expliquer, toutes les règles de respect des gestes barrières, distanciation d'1 mètre, port du masque obligatoire sous certaines conditions. Voilà, on est dans des exemples d'obligations de prudence imposées par la loi et le règlement, puisque ces obligations ont été prévues par les différentes lois sanitaires, enfin de la crise sanitaire. Alors, je vais vous donner un exemple, là encore, hein, qui a été jugé, où on a eu une condamnation pénale d'un dirigeant d'association. Alors, il s'agissait d'une association, un comité des fêtes, hein, qui organisait une fête locale et qui, à cette occasion, faisait appel à des animateurs. Et là, en l'occurrence, ils avaient fait appel à un animateur qui proposait pour les enfants, on va dire, un jeu d'arène de vache landaise et d'arène landaise, si je puis dire. Donc, le jeu consistait, s'adressait donc d'abord à des enfants, et le jeu consistait à donner à des enfants des cerceaux, dès l'instant où ils étaient dans l'arène, de lâcher un petit veau et de passer autour du cou du veau pour les enfants le cerceau. Et donc, il y avait un appel à volontaires qui était lancé dans le cadre de la fête. Les parents ont donc inscrit leur enfant à cette activité et il s'avère qu'un enfant a été tétanisé par l'arrivée du veau et donc a été renversé par le veau. Il n'a pas eu le réflexe de se cacher derrière les protections et donc il a été blessé. Les parents ont déposé plainte et du coup l'enquête pénale a révélé plusieurs choses. Première chose, la fête locale attendait à peu près 15 000 personnes, fréquentation environ 15 000 personnes. Or, à ce niveau-là, il n'y avait aucun dispositif de secours qui était prévu lors de cette fête. Donc, premier élément quand même qui est relativement grave. Deuxième élément, l'association avait passé une convention avec donc le prestataire et à ce niveau-là, la convention ne prévoyait aucune mesure de sécurité pour les participants à l'activité. Et le président ne s'est pas inquiété justement de quelques consignes et des mesures de prudence qui devaient être mises en place en amont pour éviter tout risque d'accident. Et troisième point, il s'avère en plus que l'activité qui avait été déclarée en préfecture était une activité de vide-grenier, alors qu'on était sur bien plus qu'une activité de vide-grenier. Donc, on n'était pas aux normes, si je puis dire, au niveau de la déclaration administrative de l'événement. Pour toutes ces raisons,
le tribunal a considéré que le président de l'association était pénalement répréhensible et donc il a été condamné à 1 000 € d'amende avec sursis. Et j'ajouterai d'ailleurs que le maire de la commune, de la petite commune, qui a été également mis en cause, a été lui aussi condamné pénalement à 1 000 € d'amende avec sursis. Donc on le voit, le juge ne se limite pas à une faute, il va chercher un certain nombre d'éléments qui caractérisent, si je puis dire, un cumul de fautes, voire une faute beaucoup plus grave, qui du coup peut entraîner une condamnation pénale. Voilà, en ce qui concerne la responsabilité des personnes physiques. J'ajoute que ces règles sont applicables aux dirigeants principalement, bien évidemment, mais après tout, le code pénal ne distingue pas et ce risque de responsabilité pénale pèse également sur n'importe quel acteur qui serait à l'origine directe ou indirecte du préjudice. Alors, il y a quand même un élément qu'il faut préciser, et là encore, c'est une condition qui est imposée au juge, qui rajoute à la complexité, si je puis dire, de la mise en cause d'une responsabilité pénale, d'une association, d'un dirigeant, c'est que le juge doit tenir compte du contexte, de la situation, et il doit vérifier si le dirigeant de l'association a accompli les diligences normales. C'est-à-dire qu'il doit vérifier si le dirigeant a eu égard à ses compétences, eu égard à ses moyens, a su prendre les décisions et donc avait les moyens de prendre les décisions pour éviter l'accident. Si je reprends mon exemple d'accident de ski, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'association de skieurs comportait dans son bureau des skieurs chevronnés. Donc ces personnes étaient tout à fait en capacité de mesurer, d'appréhender le risque de chute et de sortie de piste. Et en plus, l'association disposait des moyens, c'est ce que le juge est allé vérifier. L'association avait les moyens financiers, soit de louer, soit de mettre en place des équipements de protection pour éviter tout accident. Donc, le tribunal a considéré que les dirigeants n'avaient pas justement ici accompli les diligences normales, ce qui explique que l'association ait été condamnée. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui sur la responsabilité pénale. Donc, important, oui, j'avais rajouté cette information pour vous. Il est important, vous en tant que dirigeant, de conserver les preuves justement de ce que vous mettez en place. Alors, on le voit bien aujourd'hui avec tout ce qui est protocole sanitaire, les courriers que vous envoyez lors des inscriptions, lors de la rentrée associative. Très clairement, voilà, ce sont des éléments de preuve qui permettent de démontrer ce que vous avez fait et ce que vous avez mis en place dans le cadre de votre activité. Oui, encore une fois, oui. Oui, Avec le la micro, c'est mieux. responsabilité Voilà, civile. vous avez fait la première moitié. J'espère que les personnes voilà, ont bien suivi le propos. En tout cas, merci, parce que là, vous faites preuve de pas mal de pédagogie. Et du coup, maintenant, on va se prêter au même exercice sur l'autre forme de responsabilité. Donc voilà, on va demander encore un peu de concentration aux personnes sur ces aspects-là, avant de plonger plus tard sur le décret, le contexte très spécifique au Covid. Alors, en ce qui concerne la responsabilité civile, je précise une petite chose. C'est pas parce que pénalement l'association ou les membres de l'association n'ont pas été reconnus coupables, parce que le juge pénal considérait qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour qu'il y ait poursuite et donc il ne poursuit pas l'association ou ses dirigeants. C'est pas parce qu'il n'y a pas de poursuite pénale et qu'il n'y a pas eu de procédure pénale ou que la procédure pénale n'a pas abouti que pour autant il n'y a pas de risque de responsabilité civile. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va le voir, les règles de responsabilité civile ne sont pas les mêmes que la responsabilité pénale. Et je vous donnerai notamment un exemple où il n'y a pas eu de poursuite pénale et où il y a eu condamnation civile. Alors, qui supporte les risques? J'ai envie de dire, on reprend les mêmes, on recommence, si vous me permettez l'expression. Mais là, c'est par ordre de priorité. C'est d'abord l'association. Vous, association, vous avez ce qu'on appelle une obligation de sécurité de moyens à l'égard de vos adhérents. Très clairement, vous devez mettre tout en œuvre pour garantir leur sécurité. Alors, ce n'est pas une obligation de résultat, c'est une obligation de moyens.
Et si il est démontré que vous n'avez pas mis en œuvre tous les moyens, alors effectivement, la responsabilité civile de l'association pourra être engagée. Je vais vous donner un exemple qu'on a eu en gestion. Nous assurons un club d'escalade et donc il y a des séances d'entraînement. À cette occasion, il y a un nouveau moniteur qui est là et qui fait réaliser par les participants un nouvel exercice d'entraînement. Parmi les participants, il y a un adolescent. Et donc, c'est un exercice de rapidité. Alors, je ne suis pas spécialiste, vous m'en excuserez, de l'escalade. Et donc, il y a un adolescent qui monte sur le mur d'escalade et qui malheureusement a fait une chute parce que son mousqueton n'était pas verrouillé et donc a lâché. Et donc, s'est posé la question, là aussi, de la responsabilité pénale et civile de l'association, mais aussi du moniteur, qui était un moniteur indépendant, hein, qui n'était pas membre de l'association, mais auquel l'association faisait appel. Sur le plan pénal, il n'y a pas eu de poursuite pénale. Le procureur a considéré qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour poursuivre. Donc, les parents ont assigné l'association et le moniteur devant les juridictions civiles, en faisant valoir qu'il y avait notamment un non-respect de la part de l'association de son obligation de sécurité de moyens. Le juge a repris les éléments de l'enquête pénale. Il a vérifié d'abord l'équipement. Il a constaté qu'en ce qui concerne les tapis au sol et les cordes qui étaient fournies dans le cadre de l'entraînement par l'association étaient aux normes et ne présentaient pas de défectuosité particulière. Le tribunal a également relevé que l'association avait mis à la disposition de ses pratiquants un moniteur diplômé, de sorte qu'elle avait rempli son obligation de sécurité de moyens. Et en fait, le tribunal a considéré que c'était le moniteur, en l'espèce, qui voyait sa responsabilité civile engagée, dans la mesure où celui-ci, compte tenu de la nouveauté de l'exercice, compte tenu du fait qu'on avait un adolescent, aurait dû vérifier, s'assurer que le mousqueton du jeune était correctement verrouillé. Donc voilà, ça vous donne un repère sur ce qui peut être ou ne pas être une faute et le non-respect d'une obligation de sécurité de moyens. Alors, en ce qui concerne les bénévoles, il y a un contexte particulier. Ici, l'association sera responsable même sans faute. Hein, c'est un régime protecteur à l'égard des bénévoles. Donc, tout bénévole qui subit un dommage dans le cadre de l'activité de son association, écoutez, il bénéficiera d'un régime privilégié. Donc, dès l'instant où le lien de causalité est établi entre l'activité de l'association et son préjudice, donc on pourrait imaginer une contamination importante, hein, avec en tout cas des séquelles importantes, dans cette hypothèse, il y aura responsabilité sans faute de l'association. Hop là, excusez-moi. Voilà, je me suis trompé de bouton. Alors, deuxième personne qui peut être mise en cause, bien évidemment, c'est le dirigeant. Alors, en ce qui concerne la responsabilité civile d'un dirigeant, il y a deux situations. La première, je vous l'ai inscrite, c'est la faute séparable de fonction. Je n'en parlerai pas ici parce que c'est une faute intentionnelle en clair. Donc, c'est une faute qui est tellement lourde qu'elle est hors fonction, on va dire. Hein, donc, on n'est pas dans la situation qui nous préoccupe aujourd'hui. En revanche, depuis peu, un dirigeant qui aurait été condamné pénalement, donc la faute pénale du dirigeant qui aurait été reconnue, hein, entraîne derrière une responsabilité civile personnelle, donc sur ses données personnelles. Hein. Il y a eu deux décisions qui ont été rendues en 2018 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation et qui a dit très clairement aujourd'hui qu'il n'était pas forcément nécessaire d'aller chercher une faute lourde. Dès l'instant où la faute pénale avait été qualifiée, alors c'était suffisant pour établir la responsabilité civile personnelle du dirigeant. Donc, je vous renvoie à ce que je viens de dire tout à l'heure. Il y a quand même encore une fois des conditions qui ne sont pas neutres, hein, qui sont assez strictes pour qu'il y ait une condamnation pénale d'un dirigeant dans le cadre d'une contamination éventuelle. Enfin, je le précise, hein, même si ça reste à la marge, il est tout à fait possible aussi de rechercher la responsabilité civile d'un membre de l'association. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes
vous participez à une activité d'une association et que c'est l'association qui encadre cette activité, que pour autant, vous ne pouvez pas être, dans certaines situations, responsable d'un préjudice occasionné à un autre adhérent ou à un tiers. Je vais vous donner un exemple qui a été jugé. Une association de spectacle qui organise un spectacle de plein air et qui monte les gradins. Il y a un bénévole qui se joint d'ailleurs, c'était un élu d'ailleurs entre parenthèses, mais il se joint bénévolement pour aider les personnes à monter les gradins. Et puis il y a une planche un peu récalcitrante là qui ne veut pas aller dans son emplacement. Et l'élu donne un coup de pied un peu violent dans la planche pour qu'elle s'emboîte, sauf qu'il n'avait pas vu que derrière, il y avait encore la main d'un adhérent et donc il lui a écrasé un certain nombre de doigts. La responsabilité de cette personne a été retenue par les tribunaux, considérant qu'il avait commis une faute. Donc voilà, ce sont des cas qui restent à la marge, c'est avant tout la responsabilité de l'association, c'est avant tout la responsabilité du dirigeant qu'on va rechercher, parce que c'est, j'ai envie de dire quelque part, ces personnes qui sont effectivement gérantes de l'activité, mais c'est encore une fois, j'ai envie de dire que le coronavirus, c'est la responsabilité de tous, et juridiquement, on pourrait tout à fait imaginer une recherche de responsabilité également d'un membre de l'association qui aurait pu être à l'origine d'une contamination. Alors, je vais aussi vous donner un élément qui est important, et c'est pour ça que je disais que c'est aussi la responsabilité de tous, c'est que le juge civil prend également en considération la faute de la victime. Il est bien évident que la faute de la victime peut être un élément qui va exonérer partiellement la responsabilité d'une association. Voilà. Si je reprends mon exemple de l'escalade, les juridictions ont retenu une responsabilité à hauteur d'un tiers de la part du moniteur, considérant qu'il y avait eu d'autres fautes à côté qui avaient été commises par les participants et que ces fautes exonéraient partiellement la responsabilité de ce moniteur. Donc voilà, c'est aussi un élément à avoir en considération pour appréhender les responsabilités. Alors, quelques mots sur les associations employeurs. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des associations qui gèrent des associations avec salariés. 3 remarques. La première remarque, c'est en ce qui concerne votre obligation de sécurité et de santé. En tant qu'association employeur, vous êtes redevable d'une obligation de sécurité et de santé à l'égard de vos salariés. Donc, vous devez garantir leur sécurité, leur santé. Il y a un protocole qui est régulièrement mis à jour dans le cadre de la crise sanitaire. Je vous renvoie à ce protocole qui est régulièrement, encore une fois, mis à jour par le ministère avec les partenaires sociaux. C'est une obligation de moyens renforcés. Et à défaut, il y a effectivement un risque de responsabilité pour ce qu'on appelle faute inexcusable de l'employeur. Alors, ça suppose néanmoins que la maladie et donc la contamination soit reconnue comme maladie professionnelle. Donc, on est sur des situations soit d'homicide, de décès de la personne ou de séquelles graves qui entraîneraient une incapacité de travail supérieure à une incapacité, une IPP supérieure à 25%. Et puis, ça suppose aussi que l'employeur, bien évidemment, n'ait pas pris toutes les mesures ou n'ait pas pris les mesures suffisantes pour garantir la sécurité de ses salariés dans le cadre de leur activité. Deuxième information, vous devez mettre à jour votre document unique d'évaluation des risques. Très clairement, vous devez intégrer ce risque et donc les préconisations que vous mettez en place à côté pour protéger vos salariés et ce, en fonction de leur activité. Les mesures doivent bien évidemment être adaptées à l'activité des personnes concernées. Et puis, dernier point, l'employeur doit nommer un référent Covid. Alors, cette obligation qui, aujourd'hui, on le voit, a été… alors, l'obligation elle-même, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je constate aujourd'hui, c'est que la plupart des associations ont également, au sein de l'association, un référent Covid, lequel donc a certaines missions pour faire respecter tous les protocoles, le protocole sanitaire au sein de la structure. Et donc, du coup,
c'est l'ordre à l'employeur de nommer ce référent au sein de sa structure. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en termes de responsabilité. Donc, très clairement, aujourd'hui, on le voit bien, hein, oui, potentiellement, il y a des risques, mais il y a aussi des conditions qui ne sont pas neutres. Et parmi ces conditions, la première, j'insiste là-dessus, ce sera quand même d'établir l'origine de la contamination et que cette contamination trouve plus particulièrement son origine dans une faute commise par Merci l'association Jean-Yves ou ses acteurs. pour ce propos très clair et encore une fois d'avoir fait des recherches complémentaires sur les questions liées aux employeurs, puisque ce sont des questions qui nous sont remontées ces quelques derniers jours par les participants. Nous allons maintenant plonger dans la question des consignes sanitaires en cours et le document cadre qui va nous permettre de poser un propos et le décret qui est paru le 10 juillet. Vous trouverez le lien un peu plus tard là dans le PowerPoint. Je tiens à ce moment-là à préciser qu'aujourd'hui, une des complexités de la période que l'on vit, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été entendues et qui se véhiculent verbalement d'un endroit à l'autre, mais parfois on peut être amené à penser qu'une consigne est bonne. Parfois la consigne datée du décret de déconfinement de mai, mais n'est plus en vigueur aujourd'hui. Parfois la consigne est applicable dans un autre cadre, peut-être un cadre de transport ou autre. En tout cas, le décret est constitué d'énormément d'articles avec énormément d'alinéas et distingue des consignes en fonction de conditions du contexte professionnel, de certains métiers, en fonction des transports, en fonction des activités associatives, comme on va le voir. Voilà, et auquel cas, nous en appelons une certaine vigilance dans les propos que vous entendez à droite à gauche et la manière de les décrypter. Du coup, on en vient à quelques précautions justement quant à la compréhension de ce qu'on va dire aujourd'hui. La première, c'est la question de la validité à l'instant T des informations. Nous avons eu une mise à jour du décret au 14 septembre. On a eu nous qui préparions ce webinaire avons eu un peu de chance puisque les articles que nous avons présentés par la suite n'ont pas été impactés. Pour autant, il y a quand même des zones, des départements, voilà, qui ont été placés en zone rouge et sur lesquels, du coup, il va y avoir des mesures d'exception. Donc aujourd'hui, nous allons présenter les choses hors mesures d'exception. Et nous avons appris hier soir par annonce gouvernementale que peut-être de nouvelles évolutions vont avoir lieu cette fin de semaine. Auquel cas, peut-être que des choses qu'on va dire aujourd'hui, qui sont valables chez vous, vont être impactées par des nouvelles mesures préfectorales locales. Voilà. Du coup, nous vous invitons clairement à vérifier auprès de vos autorités préfectorales quelles ont été les restrictions supplémentaires qui peuvent être de différents ordres, par moment des interdictions d'ouvrir certains établissements ou autres, mais bien sûr, sont des choses que vous verrez avec les autorités locales et que nous n'allons pas rentrer dans ce niveau de détail aujourd'hui puisque il faudrait faire ça géographiquement et la France est grande. Et enfin, alors vous savez, les lieux dans lesquels, les publics auxquels nous nous rendons sont classifiés, on les nomme des établissements recevant du public. En l'occurrence, nous allons traiter ceux qui concernent un maximum d'associations ou de salles prêtées aux associations. On les nomme de type L. Alors je viendrai un peu plus tard dans le déroulé sur la définition du type L. Mais en tout cas, je voulais vous dire par là que des choses qui vont des consignes, en tout cas, voilà, que l'on va lire aujourd'hui, des articles de décret, s'appliquent bien sur ces établissements-là. Donc, encore une fois, ne pas penser qu'ils s'appliquent soyez prudent, en fait, sur le lieu dans lequel vous voulez faire appliquer ces consignes, puisque peut-être que par moment, vous serez amené à faire des activités associatives dans des ERP d'un autre type. Donc commençons par le BABA qui est le rappel des mesures d'hygiène prescrites par le décret. Donc vous les connaissez très bien, mais il est toujours bon d'enfoncer les portes ouvertes. Donc la question de la distanciation physique de moins 1 mètre. Celle-là c'est dès le premier article du décret. Nous verrons plus tard qu'il y a des cas dérogatoires. Puis cet article renvoie à une annexe
annexe du décret qui met en avant la notion de masque. Alors le masque, il y a des questions de normes, hein, donc assurez-vous voilà de vous procurer des masques conformes. Et il y a en deçà de 11 ans, pas d'obligation, mais à partir de 11 ans et plus, les personnes que vous accueillerez seront censées porter ce masque. Ensuite, bon, je les lis rapidement, la question de se laver les mains par un savon ou gel hydroalcoolique, tousser ou éternuer dans son coude, le mouchoir à usage unique, éviter de se toucher le visage, la bouche, le nez. Voilà, ce sont des choses que vous voyez un peu dans tous les établissements publics, voilà, qui sont bien issues des recommandations du décret. Et nous allons voir après lesquelles de ces recommandations sont par moment assouplies. Avant de rentrer dans la question des salles et des activités que les associations vont vouloir faire dans des maisons de quartier ou maisons d'associations ou autres établissements prêtés par des villes, on va faire ce petit détour pour la question de la voie publique, puisqu'encore une fois, c'est une demande qui a été faite en amont. Nous allons pas aborder voilà tous les alinéas, mais je vais se concentrer sur ceux qui ont des éléments qu'il faut mémoriser. Donc typiquement, là, on voit apparaître cette question de 10 personnes. Alors, très souvent, on entend, il y a un peu une croyance où, au-delà on n'a pas le droit d'être plus de 10 personnes dans une salle. Non, ça, c'est un élément, une mauvaise interprétation. En l'occurrence, le seul endroit où le décret mentionne cette question de 10 personnes, c'est si vous organisez sur la voie publique une manifestation, il faudra la déclarer à partir de 10 personnes. Ensuite, le décret nous dit que ne font pas l'objet de déclarations préalables les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel. Comprenez par là, vous sortez d'une réunion professionnelle, vous êtes 12 personnes par exemple, vous vous retrouvez en extérieur, peut-être entre midi et 2 pour échanger un moment, vous êtes peut-être sur le parvis d'un hôtel de ville pour un temps de discussion, prendre quelques photos. Bon, là, vous êtes dans le cadre professionnel. Il n'y a pas obligé de faire une déclaration. En revanche, vous êtes une association, vous allez vouloir convier pour un événement Facebook par exemple, vous dites rendez-vous sur la place de l'hôtel de ville pour prendre quelques photos, passer un moment convivial. Là par contre, vous êtes censé faire une déclaration préalable. Et ensuite, ne font pas l'objet de déclaration les établissements recevant du public, dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit. Voilà, et du coup, typiquement, les établissements recevant du public, ce sont les salles sur lesquelles nous allons parler, donc on voit bien qu'il ne faut pas déclarer à l'intérieur des salles que l'on va se réunir. Enfin, on va toucher du doigt la question des limites de personnes. Le décret mentionne, alors encore une fois, je le précise, dans les zones qui ne sont pas des zones rouges ou des zones avec des restrictions telles que celles qui vont peut-être sortir dans 2 jours, on peut aller sur l'espace public sur des événements de 5000 personnes. Et en dessous, il est écrit qu'il peut y avoir des dérogations, ce qu'on a vu médiatiquement pour le Puy du Fou cet été. Donc voilà, là c'est bien sous la responsabilité du préfet. En ce moment, on entend parfois parler de 1000 personnes. Là, on est justement dans les zones, les départements à risque où des mesures plus draconiennes ont été mises en avant. Alors, on va en venir à la question des salles dans lesquelles énormément d'associations alors, dans le public que nous avons aujourd'hui, nous avons à la fois des associations qui attendaient des réponses, mais également des professionnels qui gèrent des salles recevant des associations. Voilà, énormément de ces salles sont de type L, on va lire ensemble en fait ce que ça inclut, c'est assez large, donc des salles d'audition, de conférences, des salles multimédia. Là, on vient dans le cœur de ce qui nous concerne, les salles de réunion, les salles de quartier, les salles réservées aux associations. Donc là, on est typiquement dans ces salles assez polyvalentes où d'un horaire à l'autre, les associations qui vont utiliser la salle ont des activités diverses. Voilà, puis après, nos salles de spectacle, cabaret, projection. Si vous voulez aller très finement dans la compréhension de ces éléments-là, je vous ai mis un lien, vous le recevrez dans
avec le support a posteriori. Et donc nous en venons à des préconisations spécifiques pour le sport, la culture et les loisirs. Donc, je vous ai noté les articles, les alinéas, vous pourrez aller consulter le décret si vous le souhaitez, d'autant plus s'il y a de nouvelles annonces ce week-end qui peut-être peuvent amener à des modifications de l'article du décret. Donc encore une fois, voilà, nous on a préparé avec les informations d'aujourd'hui, espérons qu'il n'y aura pas de modification significative. En tout cas aujourd'hui, il est préconisé que dans les salles, donc les ERP type L, que les personnes aient une place assise. Puis, juste en dessous, on voit que concernant les activités artistiques, il y a des informations en plus. Du coup, je lis la phrase. Sauf pour la pratique d'activités artistiques, le port du masque est obligatoire dans un établissement autorisé à recevoir du public. Donc là, on voit tout de suite, il faut porter le masque, mais activité artistique, et bien là on est sur le sauf et auquel cas, là on en vient aux difficultés du moment qui sont celles de l'interprétation que mettons derrière activité artistique. Beaucoup d'activités peut-être de théâtre, de danse ou autres sont considérées comme activités artistiques. En tout cas, quand on essaie de lire les préconisations que font certaines fédérations, on peut avoir des interprétations plus précises. Donc on reviendra là-dessus un petit peu après. Également, je lis la suite de la ligne. La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas. Donc, ce qui veut dire typiquement, vous répétez une pièce de théâtre, vous avez peut-être des scènes où vous allez être en contact avec un autre acteur, et bien vous allez pouvoir le faire. Et du coup là, on n'est plus obligé de rester à 1 mètre, et on n'est pas forcément non plus obligé d'avoir le masque. Voilà, donc on se trouve dans une situation spécifique qui vous met parfois en difficulté également sur le terrain, puisque il va falloir faire comprendre à des personnes que l'association d'avant peut-être n'avait pas le masque, mais que vous, association qui est entrée dans une salle, vous devez avoir le masque, alors que c'est la même salle, c'est le même lieu. Voilà, on est au cœur des complexités de cette période. Et il y a également, concernant les activités physiques et sportives, ce genre d'assouplissement, puisqu'il est écrit que les activités physiques et sportives se déroulent dans les conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de 2 mètres. Alors là, on passe de 1 à 2 mètres, puis on lit juste après, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité ne le permet pas. C'est ce qui explique que vous verrez sans doute, typiquement dans les sports de combat, des lieux ou des salles dans lesquelles il va y avoir dans les entraînements un contact entre les personnes. Voilà, et du coup, et le sport d'après, peut-être justement, ne va pas, on va estimer que la nature même de l'activité peut être faite sans le contact. Typiquement, j'ai eu des échanges il y a quelques jours à une association de tai chi. Eux, ils considèrent qu'ils peuvent faire leurs exercices en restant à 2 mètres de distance, ils ne feront pas le contact. Et du coup, interprétation spécifique, puisqu'ils pensent que la nature même de leur activité ne les oblige pas à être en contact, et du coup, ils peuvent garder les 2 mètres de distance. Et juste en dessous, on voit que, sauf pour la pratique d'activités sportives, le port du masque est obligatoire. Donc on comprend bien, certains sports vont pouvoir être faits sans le masque. C'est ce qui explique que vous verrez des stades ou des endroits où les sportifs ne portent pas le masque. Et typiquement dans les salles, maisons de quartier ou salles en tout cas multi-activités associatives, voilà, encore une fois, certains sports, peut-être stretching, pilates ou autres, pourront se faire sans masque, alors que la réunion d'après, il sera prié aux personnes de bien porter le masque. Je partage, voilà, pour approfondir quelques invitations à aller fouiller des sources complémentaires. À minima, oui, on voulait quand même vous mettre en avant le fait que les mesures, les limitations que peuvent prendre les préfectures en ce moment, elles sont précisées dans l'article 50 du décret. Voilà, donc si vous avez besoin de mieux comprendre certains éléments en voyant que votre département a eu des mesures spécifiques, peut-être que vous y trouverez des éléments de réponse.
Également, il est paru il n'y a pas longtemps des recommandations pour les équipements sportifs que vous retrouverez via le lien qui renvoie sur le site du ministère. Alors là, du coup, on est plus peut-être sur les stades, les gymnases, donc pas forcément les établissements, les ERP type L, tels que ceux qu'on vient d'aborder. Mais en tout cas, j'imagine que ça permettra à certains d'entre vous d'avoir des réponses en plus pour d'autres cas particuliers. Enfin, beaucoup de fédérations, des secteurs sportifs, artistiques, culturels ou autres, ont fait un travail d'interprétation du décret, de décryptage, et préconisent, à travers des guides pratiques ou autres appellations, mais en tout cas préconisent une manière d'interpréter le décret. Donc nous invitons à les consulter. Tout en observant une certaine vigilance, on peut voir des documents produits par certaines fédérations qui commencent à dater. Certains ont été faits juste avant l'été, ouais, d'autres sont plus récents. Donc là encore, on en appelle à une certaine forme de prudence. Si vous voyez que les documents datent, assurez-vous peut-être en contactant la fédération de voir s'ils ont réactualisé, s'ils ont fait une relecture. Voilà, ce genre de précautions. Voilà, du coup, il y a sans doute certains d'entre vous qui ont des questions. Vous pouvez les écrire. Il y a voilà visuellement sur la partie droite de l'écran un espace qui est dédié. Nous efforcerons de les traiter après les propos que Maxime va maintenant nous exposer. Et du coup, maintenant, je vais proposer à Maxime de rentrer voilà dans sa fonction justement en tant que responsable de très nombreuses salles, comme vous avez pu le dire Maxime dans les propos introductifs. Vous allez pouvoir nous expliquer comment vous avez raisonné dans ces dernières semaines et quelles a été les étapes que vous avez suivies. Je vous laisse la parole, Maxime. Oui, merci Paul, rebonjour à tous, j'espère que là vous m'entendez bien. Il y a eu quelques messages qui disaient qu'on m'entendait pas terrible, donc je reste disponible à ce sujet, c'est mieux, on me dit. Bon, bah tant mieux. Oui, je suis donc gestionnaire de salle à la ville de Rouen, et donc pour faire un tout petit retour s'il vous plaît en arrière, au déconfinement le 11 mai, on a eu un décret qui nous a permis de réouvrir les maisons de quartier avec un protocole sanitaire à respecter, et ce dès le 31 mai jusqu'à la fin du mois de juin, pour faire un petit retour rapide. Et c'est d'ailleurs, pour reprendre les propos de Paul, il y a bien eu dans les maisons de quartier, dans les salles associatives, une jauge à 10 personnes qui a duré donc c'est environ 30 jours ce mois-là, et qui est rentrée dans le cadre d'une reprise progressive d'activité dans les salles à usage multiple de type L, qui a permis de reprendre une activité. Ensuite, tout l'été, on n'a plus été soumis à cette limite de jauge d'accueil, et donc il a fallu mettre en place tout un protocole pour les activités régulières et puis pour les activités plus ponctuelles, pour les locations plus ponctuelles, les manifestations vraiment ponctuelles et festives souvent, mettre un protocole en place qui soit bon pour tous et qui garantisse la sécurité des associations et de ses adhérents. Voilà. Donc nous, ce qu'on a fait dès le début, c'est qu'on a questionné d'abord les associations pour connaître vraiment le cœur de leurs activités. On les connaît en majeure partie, mais sur 250, on n'a pas toujours l'affluence aux cours, l'affluence aux formations, etc., etc. Donc on a d'abord fait passer un questionnaire à toutes nos associations hébergées pour leur demander des précisions, et ensuite on a très simplement jugé quelles étaient les activités qui pouvaient reprendre ou non, sans caractère comment dirais-je, on n'a
n'a pas pris de public en particulier. Voilà, pour être tout à fait transparent. On a considéré tous les types de publics et on a fonctionné d'abord par activité. Voilà, on a aussi bénéficié de l'été qui freinait largement l'utilisation des maisons de quartier, donc ça nous a aidé pour le coup. Voilà, et ensuite on a prévu la rentrée, puisqu'on a bien senti la tendance jusqu'à la fin du mois d'août à une rentrée associative, à une reprise de l'activité et des activités sur le territoire national. Donc on a pris le décret et on a commencé à l'éplucher pour voir ce qu'il était possible de mettre en place. Donc finalement, ça a été toutes les mesures que Paul a énoncées. Hein. Donc d'abord, plus qu'une limite de jauge d'accueil qu'on aurait pu on aurait pu prendre la surface de toutes les salles bêtement et voir un petit peu combien on pouvait mettre de personnes dedans selon les activités. Nous, on a trouvé que ça avait plus de sens et de bon sens de d'abord fonctionner à l'envers et de demander la nature des activités et des manifestations festives et le nombre de personnes attendues pour voir quelle salle était adaptée, puisqu'on a quand même plusieurs tailles, et quelle salle était adaptée et travailler comme ça. Voilà. Donc on a pu se concentrer plus sur vraiment les mesures barrières. Je me souviens que à la rentrée, on était vraiment là-dessus, les mesures barrières, donc le port du masque, le lavage des mains à l'entrée et à la sortie, et puis toutes celles qu'on a rappelées tout à l'heure. Bon là, je dois vous avouer qu'on est pris un petit peu, parce que c'est vrai que, comme l'a dit Jean-Yves, les accueils là se durcissent un petit peu dans les salles, mais voilà ce qu'on pouvait dire nous. Moi, je vais rester surtout disponible pour des questions, mais voilà ce qu'on pouvait dire nous sur nos accueils. Ça change très régulièrement, donc il faut être vraiment au fait de l'actualité et puis être surtout très proche des associations pour leur demander si, évidemment, c'est pour s'assurer que tout va bien et que tout le monde respecte les mesures barrières. Voilà. Si Paul, vous pensez que j'ai oublié quelques points, n'hésitez pas. Il y en a tellement que je peux en oublier parfois. Merci Paul. Bien, alors Maxime, ce que je peux vous proposer à la limite, c'est d'enchaîner sur un cas qu'on avait discuté en amont. Je l'ai cité moi un peu plus tôt en interprétant les mesures spécifiques pour les activités artistiques. Une activité de danse qui, a priori, le décret peut permettre de ne plus être à 1 mètre et de ne plus avoir le masque. À Rouen, c'est vrai que vous avez raisonné en essayant de comprendre toutes les activités, donc vous avez fait un peu le parti pris de bien comprendre ce que font les associations, plutôt que faire une règle, on va dire, dure et un peu des fois bête et méchante. Mais du coup, on avait discuté justement, vous, sur l'exemple de danse de couple là, que vous remettez dans le support. Comment avez-vous interprété une telle activité à Rouen? Parce que ça peut être intéressant de voir entre mesure de décret et vous, le besoin, parce que c'est surtout ça qui vous contraint, le besoin qu'il y ait une compréhension qui soit partagée, parce que beaucoup d'associations peuvent très vite s'engouffrer sur des choses de l'ordre, mais je comprends pas, je connais des personnes qui, dans le cadre de telle activité, hier dans telle salle, n'ont pas eu la même consigne. Donc voilà, peut-être que vous pouvez nous raconter comment c'est passé pour vous. Oui, tout à fait. Ben, on a préféré fonctionner avec le bon sens que par d'autres biais, notamment une interprétation bête et méchante du décret, parce que le décret permet quelques interprétations quand même, et qui vraiment, quand on le décortique bien, on se rend compte qu'il a été fait pour une reprise au maximum de l'activité associative. Donc, et pour en revenir à l'exemple de la danse de couple, on se rend compte que finalement, si on relie la chose très très rapidement, il faut garder nos distances, et si la distance n'est pas possible, porter un masque. Sauf si le port du masque
n'est pas possible de par la nature d'activité. Si on passe ces 3 étapes-là, on va bien se rendre compte que finalement, même pour de la danse de couple, on pourrait ne pas porter de masque. Bon, voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu, qui peut paraître un petit peu abracadabrantesque, mais c'est comme ça et ça permet. Par contre, quand c'est comme ça, il faut vraiment mettre en place. Nous, on a choisi de mettre en place avec bon, on avait 5-6 associations de danse de couple. On leur a demandé de faire attention à leurs partenaires, donc il n'y a pas de mélange de partenaires, on ne se mélange plus entre partenaires, et puis le lavage des mains avant-après permet normalement d'assurer la distanciation, en tout cas au niveau circulation du virus. Voilà pour la danse de couple. Merci Maxime, j'espère que ça répondra aux questions qui nous ont été posées en amont, puisque plusieurs personnes étaient voilà, en attente par rapport typiquement à la danse. On a également reçu une autre question, et là je vais laisser pour cela la parole à Jean-Yves, qui était relative au certificat médical. Souvent quand on fait une activité sportive, l'association demande un certificat médical d'aptitude, et certaines personnes voilà, peut-être qu'ils voyaient un petit peu flou sur est-ce que on devait certifier qu'on ne soit pas porteur de Covid. Voilà, Jean-Yves, je vous laisse peut-être préciser l'interprétation du certificat médical. En fait, la question qui avait été posée, c'était du cas à certaines associations qui nous faisaient remonter que les médecins refusaient d'établir un certificat acquiesçant, si je puis dire, ou précisant que la personne n'avait pas le Covid. Ce que je peux comprendre. Hein, le certificat d'aptitude, c'est avant tout effectivement pour une aptitude physique. On sait bien que le virus aujourd'hui est, j'ai envie de dire, très perfide. C'est-à-dire qu'en clair, il est très difficile. Encore une fois, il y a un temps d'incubation, il y a des personnes qui peuvent être dans un premier temps asymptomatiques. Vous pouvez ne pas l'avoir à ce moment-là et vous pouvez l'avoir un mois après. Donc, c'est normal quelque part qu'un médecin, à mon sens, refuse de faire un certificat d'aptitude sur le seul motif que la personne, au moment où elle consulte son médecin, n'est pas effectivement, n'est pas porteuse ou n'a pas les symptômes de la Covid-19. Donc voilà, c'est tout à fait compréhensible. Hein. Je pense qu'en revanche, ce qu'on trouve parfois, alors là c'est plus sur les certificats médicaux, mais c'est dans les dossiers d'inscription, c'est que la personne s'engage, la personne qui participera à l'activité, s'engage effectivement, notamment si elle est malade ou si son enfant est malade ou présente des symptômes qui s'apparentent à Covid-19, tout simplement de consulter et de suivre le protocole qui est établi pour toute personne qui pourrait être suspectée d'avoir la Covid. Mais demander, exiger de ses adhérents qu'ils produisent un certificat médical comme quoi ils n'ont pas la Covid, je comprends que ça soit compliqué pour un médecin, puisque de toute façon, ça n'aurait pas de valeur, ça n'aurait une valeur, peut-être même pas à 100%, mais ça n'aurait une valeur qu'à un instant T, mais pas bien évidemment 8 jours après, un mois après, ou voire plus. Merci Jean-Yves d'avoir repris sur cette question. On a également reçu pas mal d'interrogations par rapport aux AG. Oui, avant de parler des AG, excusez-moi, je vais vous dire, si des personnes qui sont présentes veulent poser des questions, profitez-en pour bien les mettre dans le chat, puisqu'on s'est donné jusqu'à 11h30, il nous restera un petit peu de temps peut-être pour traiter quelques questions en direct, donc voilà, n'hésitez pas à les écrire. Et du coup, concernant les AG, je vais repréciser un petit peu ce qu'il en est en ce moment, les dérogations entre guillemets en vigueur, puisque par défaut forcément une AG, si c'est pas prévu dans les statuts, doit être en présentiel, et pour qu'elle soit à distance, devrait être écrit dans les statuts, mais en ce moment justement on est dans une période où les mesures ont été prises par le gouvernement pour ce que les AG, alors c'est valable pour les associations mais aussi pour les autres formats d'organisation de sociétés qui ont des instances, elles peuvent être organisées jusqu'au 30 novembre
à distance avec des solutions de visio, même si ce n'est pas écrit dans vos statuts. En revanche, d'autres personnes se posaient la question du quorum. Alors la notion du quorum est toujours valable. Les AG peuvent être faites à huis clos. C'est des recommandations qui ont été faites, mais il faut comprendre par cela, à huis clos, on peut imaginer par exemple le CA se retrouve dans la même pièce, ils arrivent à être à la bonne distance, donc ils sont à huis clos, mais pour l'AG, le CA devra quand même assurer que le quorum puisse être respecté. Et imaginons s'il y a 100 adhérents et que le quorum est à la moitié des membres, il faudra que en plus des personnes dans la salle, imaginons le CA, que des membres soient connectés à la solution visio pour arriver à la moitié des membres pour que l'AG soit respecté, valable et le quorum respecté pour les résolutions à voter. Donc voilà, donc huis clos ne veut pas dire abolition du quorum. Hein, ne faisons pas de cette erreur d'interprétation. Et enfin, dernier élément assez important, il faut bien comprendre qu'au 30 novembre, les règles en vigueur permettent la visio. Par contre, les AG qui doivent valider les rapports financiers doivent être faites jusqu'au 30 septembre, pas au-delà. Donc si vous avez une AG exceptionnelle, par exemple mi-octobre, peut-être pour changer les statuts, c'est possible en visio ou en présentiel si votre salle le permet dans les conditions sanitaires. Mais voilà, en tout cas les rapports financiers doivent être validés avant le 30 septembre et pas le 30 novembre. On a entendu parfois la confusion, donc on tenait à le repréciser ici. Du coup, je ne vois pas de questions posées dans la partie droite de l'écran. Ah, pardon, alors excusez-moi. Il y en a, hein. Pardon, Il y en a j'ai mal beaucoup, oui. configuré mon affichage. Il y en a beaucoup. Alors je sais pas, je vais peut-être les lire. On va essayer de répondre aux questions. Il y a une question qui a été posée. Est-ce que la responsabilité peut remonter à la préfecture si celle-ci a validé un protocole sanitaire? J'ai envie de dire que c'est assez compliqué. Et puis surtout, la difficulté, encore une fois, c'est pas. Il y a le protocole, il y a les mesures qui sont mises en œuvre dans le cadre de mesures sanitaires et de sécurité qui sont mises en œuvre par votre association. Et il y a l'application de ces mesures ensuite et le respect de l'application de ces mesures par vos adhérents. Donc ça, c'est avant tout de la responsabilité, avant tout de l'association. Donc pour moi, ça me paraît quand même assez difficile d'aller rechercher la responsabilité comme ça de l'État qui aurait validé un protocole sanitaire, parce que la question de fond, c'est aussi son application derrière concrètement. Je lis une autre question. Est-ce que le concept de faute grave existe en droit? Alors, oui et non, on parle parfois de faute grave, on parle de faute qualifiée ou de faute caractérisée. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans les exemples que je vous ai donnés, on distingue bien la faute simple, hein, l'omission, l'imprudence, la maladresse, le non-respect d'une obligation, et puis les fautes qui sont beaucoup plus graves, comme la violation délibérée d'une obligation de sécurité. Par exemple, je ne respecte pas sciemment la consigne du port du masque. Donc là, on est sur des fautes qui sont qualifiées, caractérisées, donc qui sont effectivement d'un niveau plus grave. Hein, donc on pourrait considérer que c'est une faute grave, bien évidemment. Mais là, dans notre propos aujourd'hui, on parle de fautes caractérisées ou de fautes qualifiées. Hein, mais ce sont des fautes beaucoup plus graves que la simple faute. Autre question, est-ce que les prescriptions fédérales ont force de loi? Alors ça, c'est une question qu'on a eue régulièrement. Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, si on prend l'échelle de la réglementation, c'est d'abord, bien évidemment, les décrets qui sont pris et les lois qui sont prises par l'État, le gouvernement. Ensuite, effectivement, ce sont les arrêtés préfectoraux. Et puis ensuite, j'ai envie de dire qu'il y a aussi tout simplement le règlement intérieur que l'exploitant de la salle peut imposer, puisque c'est un rapport contractuel, hein, et que c'est une obligation contractuelle, pour respecter effectivement j'ai envie de dire la vie en communauté, hein, tout simplement.
la prescription fédérale, ça peut être un repère, ça peut être un élément de preuve dans l'hypothèse où il n'y aurait pas eu de respect des consignes, parce qu'il faut quand même bien voir que dans l'ensemble, la plupart des prescriptions qui sont proposées par les fédérations, ce sont avant tout des recommandations, des préconisations pour aider aussi les associations dans leur activité quotidienne. Donc, ça reprend pour la plupart des situations, avec, comme l'a dit tout à l'heure Maxime, en faisant preuve de bon sens, ça reprend les règles de sécurité et les gestes barrières que l'on doit faire respecter auprès des différentes activités. Maintenant, il ne faut quand même pas perdre de vue que pour les adhérents, j'ai envie de dire qu'il y a un règlement intérieur. Ce règlement intérieur est imposé par les fédérations et il s'applique à leurs adhérents. Donc là, on parle de prescription, c'est plus des recommandations et des aides pour, encore une fois, permettre aux différents clubs et aux différentes associations de mettre en œuvre tout ce qui est possible pour éviter demain une contamination dans le cadre de leur activité. Oui, c'est vrai que je tiens à préciser, pardon, oui, excusez-moi Jean-Yves, c'est vrai qu'on a énormément de questions et en effet, on va s'excuser par avance de ne pas pouvoir toutes les traiter. Jean-Yves, si vous en avez vu une à laquelle vous pouvez répondre, je vous laisse la main. Moi, je suis en train d'en lire plusieurs, je vais essayer de faire une réponse un peu groupée juste par la suite. Alors, j'ai vu dans les questions, un référent Covid peut-il être bénévole? C'est vrai que la question du référent, aujourd'hui, c'est quelque chose de récent. Hein. On voit bien qu'à l'origine, c'était une recommandation dans le monde du travail, puis c'est devenu une obligation maintenant. Et on voit bien aujourd'hui que la plupart des associations, moi je fais partie d'un petit club de sport, et nous avons également dans notre club un référent, donc bien évidemment, il est bénévole. Hein. Il n'y a pas de souci, il peut être bénévole. Je sais qu'il y a eu la question également de la responsabilité du référent. C'est vrai que celui-ci a on va dire des obligations hein, à ce niveau-là. Bon, pour autant, je dirais que pour moi, ça ne change rien en ce qui concerne la responsabilité pénale et les règles que j'ai expliquées tout à l'heure. Il faudra démontrer une violation délibérée ou une faute caractérisée. Donc, c'est pas neutre. Et puis en ce qui concerne la responsabilité civile, je pense que là en l'espèce, on serait plutôt quand même avant tout sur la responsabilité de l'association, parce que c'est pas au référent bénévole de porter seul le risque en cas effectivement de contamination. Il y a une notion dont je n'ai pas parlé, alors je n'ai pas la réponse hein, aujourd'hui, hein, sur cette question précise de la responsabilité civile du référent dans une association. Je m'entends bien un référent bénévole. Mais il y a un point que je n'ai pas évoqué, c'est qu'il faut savoir que dans certaines hypothèses, un bénévole peut être considéré comme préposé occasionnel s'il reçoit des directives de la part de l'association, et dans cette hypothèse-là, ce n'est plus la responsabilité du bénévole, c'est la responsabilité de l'association. Je pense qu'on pourrait être dans cette situation aujourd'hui, c'est-à-dire que clairement, l'association nomme un référent bénévole pour tout ce qui est Covid, et cette association lui donne des directives. Donc, c'est avant tout, à mon sens, la responsabilité de l'association qui serait, encore une fois, hein, dans une hypothèse la plus extrême, qui serait en première ligne. Mais voilà, ça c'est sous couvert parce que, bien évidemment, aujourd'hui, c'est trop tôt pour, compte tenu de la proximité de cette nouvelle fonction, c'est trop tôt pour répondre à ce jour. J'ai vu une autre question. Certaines associations qui ont des salariés me demandent si la SMACL a des cas de mise en cause pour des associations salariées. Non. Aujourd'hui, j'avais interrogé les collègues de la direction de l'immunisation. Nous n'avons pas à ce jour de déclaration de sinistre pour les associations, qu'elles soient employeurs ou pas employeurs. Et oui, alors j'ai vu plusieurs questions, je vais essayer de répondre à plusieurs à la fois. Voilà. Je vois que plusieurs personnes reviennent sur cette question des 10 personnes, donc je vais bien répéter hein, que l'endroit où le décret précise une limite de 10 personnes, c'est à partir du moment où on fait un événement sur la voie publique, il faut faire une déclaration préalable en préfecture.
En revanche, il est écrit dans le décret qu'à l'intérieur des établissements recevant du public, il n'y a pas cette déclaration à faire. Du coup, si vous avez une salle assez grande, si tant est qu'elle permette d'avoir les places assises, comme disait le décret, et 1 mètre de distance, imaginons une très très grande salle, rien n'empêche d'être 30, 40, tant que ces conditions-là sont réunies. Quelques questions aussi sont relatives aux temps conviviaux, un peu festifs, à la fin d'une AG ou autre. Alors là, c'est vrai que dans ce qu'on a vu aujourd'hui, nous avons des indications sur si je fais une réunion, donc j'ai le masque, on est tous assis à 1 mètre. C'est le cadre voilà, qu'a appliqué dans les ERP de type L. Les seuls cas où on a vu il va être possible peut-être d'être à moins d'1 mètre et sans le masque vont être les cas exceptionnels de quelques activités sportives ou artistiques. Il n'est pas prévu que pour la convivialité d'une fin de réunion, on puisse se permettre d'être tous debout auprès d'un buffet, en contact direct. Voilà, ça fait pas partie de. Il n'y a aucun cadre dérogatoire, en tout cas, qui nous inviterait, nous autoriserait à avoir ce temps ce type de temps conviviaux. À l'intérieur des ERP de type L, bien sûr, je ne sais pas ce qu'il en est. Je n'ai pas fouillé dans le cadre. Je sais pas si vous êtes à l'intérieur d'un restaurant, je ne sais pas ce qu'il en est. Voilà, encore une fois, c'est les précautions d'usage qu'on a mis au début, toutes les préconisations que l'on donne doivent être bien comprises voilà, dans le bon cadre. Enfin, quelques questions également qui ont été posées, j'ai vu sur des activités de type cartes, Scrabble. Oui, le masque est facile à mettre dans ces moments-là. La distance d'1 mètre, peut-être, oui, c'est pas facile à aménager une table où on est tous à 1 mètre, peut-être le plateau de Scrabble un petit peu plus petit, mais bon, en tout cas, ce que nous dit le décret, en tout cas les indications sont bien, il faut être à 1 mètre. Après, voilà, libre à vous d'essayer de travailler avec les participants de ces activités-là pour qu'ils le comprennent, essayent de respecter au mieux cette consigne, même si peut-être le plateau de Scrabble est un petit peu loin, mais bon, c'est une contrainte du moment. D'autres personnes aussi se posent des questions sur les désinfections. Ça, ce n'est pas... Si vous touchez un matériel, par exemple, typiquement un jeton de Scrabble, il n'y a pas d'endroit où le décret préconise de désinfecter le jeton, le matériel touché. En tout cas, pas dans le cadre que nous avons analysé. Mais en tout cas, il nous invite à nous laver les mains et à avoir le GHA sur nous, ce qui fait de cette manière-là aussi le geste barrière pour ne pas transmettre le virus par des objets. Voilà, donc il y a toujours un petit peu ces cas particuliers, on essaye de voir, mais dans quel cas, comment je dois comprendre. Voilà, on peut pas. Voilà les éléments en tout cas que j'espérais vous donner en retour à ces questions. Et pardon Maxime, oui, vous vouliez prendre la parole, je crois. Non, simplement, je crois que merci Paul, je crois que la problématique là-dessus, c'est le prêt du matériel. Donc une partie de cartes. Alors, nous, à la ville de Rouen, on a préconisé un lavage de mains, simplement, et étant entendu qu'un jeu de cartes, s'il ne sert pas pendant 72 heures, me semble-t-il, le virus ne peut pas rester dessus. Et donc, définitivement, si vous gardez le masque et que vous avez les mains propres, vous pouvez faire une partie de cartes sans difficulté. Il y a tout un tas de difficultés comme ça dans les salles qu'on peut prendre en compte. Il y a l'histoire des tapis de yoga. Donc les tapis de yoga, il est bien entendu qu'en ce moment, faut mieux apporter son tapis de yoga et le remporter et ensuite et le désinfecter. Voilà, ne pas se prêter de matériel pour éviter la propagation du virus. Ça, on est à fond là dans le bon sens. Pour les pots conviviaux, bah, ils sont fortement déconseillés, à déconseiller dans les locaux à usage multiple. Voilà, la responsabilité ne peut être engagée si le protocole prévoit que ça soit déconseillé. Si une association veut faire un pot, elle le fera de toute façon puisqu'ils sont autonomes et ils ne sont pas sous surveillance. Mais voilà, ça aura été déconseillé de la part de l'autorité gestionnaire, hein, quelle qu'elle soit. Donc voilà. Mais c'est vraiment des questions très intéressantes, ça, ces questions quotidiennes. J'en ai vu d'autres aussi. Je pourrais les reprendre après, Paul, si tu veux reprendre la main. Bien sûr, Jean-Yves. Prendre la parole. Je pense que bien évidemment.
par rapport à ce que vient de dire Maxime, bien évidemment, c'est aussi avant tout du bon sens parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, encore une fois, hein, j'insiste, mais les choses sont en train de bouger très vite. Il y a des mesures plus strictes qui sont en train d'être prises par le gouvernement. Dans certaines agglomérations, métropoles, les salles de sport et les gymnases vont être fermés. Hein, ça sera applicable à partir de samedi. Donc on voit que on monte en puissance, si je puis dire, dans le cadre des contraintes aujourd'hui, parce qu'il y a une recrudescence du virus. Donc je pense que c'est aussi effectivement du bon sens et qu'il appartient à chacun, parce qu'on est tous concernés, de faire attention, y compris tout simplement pour pouvoir continuer à mener son activité associative. Hein, voilà, parce que si demain on nous dit c'est fini, les salles de sport, les gymnases sont fermés, bien évidemment, c'est aussi peut-être parce qu'à un moment, il y aura eu en amont une propagation et qui malheureusement fait qu'on est obligé d'arrêter l'activité en groupe. Je voudrais juste répondre à une question que j'ai vue. Est-ce que faire signer une décharge de responsabilité aux adhérents peut nous couvrir? Alors, très sincèrement, non. Aujourd'hui, il y a eu clairement une personne qui est victime d'un accident corporel, et là en l'espèce ce serait le cas, a la possibilité de rechercher la responsabilité de l'association, même si cette association a prévu dans son contrat une clause d'irresponsabilité. Pour les accidents corporels, il n'y a pas de possibilité de se déclarer irresponsable. Voilà. Par contre, encore une fois, j'insiste, il y a dans les dossiers d'inscription, il est possible de mettre en place une demande comme quoi l'adhérent s'engage à respecter les gestes barrières, comme quoi il s'engage, si jamais il avait des signes, à aller consulter son médecin, etc., etc. Mais tout ça, quelque part, c'est aussi, j'ai envie de dire, les préconisations qui sont faites en amont tous les jours par les autorités publiques. Nous arrivons à l'heure de fin que l'on s'était donnée. Du coup, je vois bien beaucoup de questions auxquelles on ne peut pas répondre. Il y a également beaucoup de questions, là je redis à tout le monde, on nous pose des questions par exemple sur des déplacements dans un bus, on nous pose des questions sur des accueils de groupe, voilà, c'est pas le cadre que l'on s'est donné aujourd'hui dans ce webinaire, hein. Désolé pour ceux qui sont en recherche d'éléments, j'imagine bien la difficulté pour vous pour bien comprendre ce qu'il faut faire en ce moment. Mais en tout cas, voilà, on s'est efforcé de travailler sur un cadre bien maîtrisé on ne pouvait pas par conséquent traiter toute la diversité des situations associatives. On s'est bien concentré sur celle des salles. Peut-être Jean-Yves et Maxime, un dernier mot peut-être avant de quitter nos participants. Peut-être, je prends la parole. Peut-être tout simplement aussi par rapport aux questions qui ont été posées, on peut peut-être essayer de les regrouper et puis essayer de voir dans quelle mesure on peut faire une réponse dans un second temps, soit par écrit, je ne sais pas, à voir, parce qu'il y a quand même un certain nombre de questions et peut-être que ça serait bien qu'on puisse essayer au moins d'apporter une réponse aux personnes. Donc voilà, moi je propose plutôt ça dans le cadre de notre fonctionnement. Pour le reste, moi encore une fois, j'insiste sur ce que je viens de dire. Il ne s'agit pas de vous faire peur, il y a dans l'ensemble, on essaye de respecter les gestes barrières, vous et moi, tout le monde essaye de faire attention, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde, hein, c'est dans l'intérêt de tout le monde de pouvoir continuer son activité quotidienne, tout simplement. À ce jour, il y a eu notamment au début, beaucoup de plaintes qui ont été déposées, plus particulièrement à l'écart des EHPAD dans le cadre des décès qu'il y a pu y avoir. Hein. On voit bien que le risque existe. De là à dire qu'il y aura une condamnation pénale, ça c'est autre chose, même si, encore une fois, tout ça dépend des faits. Donc il faut être vigilant, mais il ne faut pas non plus, il faut continuer aussi à mener son activité en respectant les règles et en les faisant respecter. Mais il faut bien évidemment qu'on continue à mener son activité parce que ça fait partie tout simplement de notre équilibre aussi et de notre vie en communauté.
Et Maxime, peut-être voulez-vous toucher un dernier mot? Non, mais je lisais encore pas mal de questions. C'est vrai que c'est dommage qu'on puisse pas y répondre, mais on essaiera de mettre en place quelque chose. Non, bah simplement, j'ai beaucoup aimé la phrase de Jean-Yves. Il faut, si on veut que l'année associative, la saison associative puisse durer toute l'année ou au moins le plus longtemps possible, il faut absolument que chacun fasse attention au respect des mesures barrières, des gestes protecteurs. Voilà, il y a pas mal de questions les réfractaires, que faire des réfractaires? Bon bah, euh, c'est une question à se poser. Voilà, en tout cas, bah, bonne année associative quand même, malgré le contexte, et merci. Oui, merci Voilà, Paul. Maxime pour ces mots chaleureux. Et du coup, je rebondis, oui Jean-Yves, hein, c'est une très bonne idée peut-être d'essayer de faire un travail après ce webinaire, de répondre aux dernières questions. On essaiera de bien les interpréter. Par moments, ça, les questions sont posées en quelques mots. On avait remarqué en amont que des fois, on n'est pas sûr de bien la comprendre, mais nous pourrons faire ça. Et du coup, alors dès demain, nous espérons s'il n'y a pas de souci technique d'upload de vidéos, tout ça, pour rendre accessible cette vidéo plus ce support de présentation. Ce sera mis en ligne sur le site internet du RNMA. Pour ces questions complémentaires, sans doute nous faudra-t-il un peu plus de temps, mais nous pourrons les adresser par mail à tous les participants et puis les rendre également accessibles sur le site internet. Voilà, je vous salue, du coup je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous aurez trouvé plus de réponses que de doutes aujourd'hui dans nos propos. Nous vous souhaitons bien du courage pour voilà, mettre en place la rentrée associative. Au revoir. Merci à vous pour votre écoute. Au revoir. Merci. Au revoir.